1, 2... Moi je m'appelle Marwan, dans la vie je suis ingénieur d'études et développement et je suis bien sûr un fan de jeux vidéo, donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait Coop Osmosis. Voilà. Je m'appelle Camille et dans la vraie vie je suis assistante marketing à la base. Actuellement je suis en formation de e-commerce, e-marketing pour faire la même chose mais sur l'internet. Ça parle de vidéo, c'est quoi Coop Osmosis? C'est quoi les bails? Ça parle de jeux vidéo qui se jouent en coopération et à la base c'est des critiques de jeux vidéo qui se jouent en coop et on rajoute, enfin on a deux formats, on a un format long, un format court. Le format court c'est exclusivement critique assez rapide et le format plus long on essaye de rajouter un peu la genèse du jeu, pourquoi ils ont fait ça à ce moment-là, qui a fait ça d'ailleurs et pourquoi pas un peu de culture. Pourquoi la coop spécialement? Parce que à la base, nous on est des joueurs, naturellement. Et Des joueurs coop. Des joueurs, voilà. On a testé les jeux de baston, on a vu que ça allait pas très loin. Donc on a quand même fini par. En fait, quand on s'est rencontrés, Camille et moi, les jeux vidéo c'était notre passion commune en fait. Et on aime bien finalement les jeux coop, c'est vraiment notre kiff, on aime plus que le jeu versus ou le jeu en ligne, chacun de son côté etc. Donc nous on aime bien vraiment les jeux qui sont axés coopération. Donc on a vachement accroché là-dessus. Ouais. Et on est devenu un peu référent parmi nos amis. À chaque fois on nous demandait tiens tu connais pas un jeu en coop pour jouer avec mon copain, ma copine, mon cousin, qui tu veux. Donc petit à petit on a fait ok, on va en parler. On est devenus des référents coop auprès de notre entourage. Les druides de la coop. On s'est dit on va aller en parler. Je pense que notre entourage n'était pas les seuls au monde à chercher aussi des jeux coop régulièrement. Et nous-mêmes d'ailleurs, quand on cherchait des critiques sur la coop des jeux qui se jouaient en coop, t'as la critique du jeu, t'as la critique du mode campagne, t'as la critique du mode solo. La critique de la coop en général c'est 3 lignes. C'est ça. Genre ouais en coop c'est cool. Ouais, même pas, des fois c'est le jeu est jouable également en coop. Voilà. Et ça s'arrête là. Des fois c'est ça. Donc on n'avait pas trop d'informations en fait sur le mode coop. On va vous expliquer pourquoi, en tant que jeu coop, Deathwing n'est pas franchement recommandable en l'état. Mais avant ça, il faut savoir qu'il y a des différences marquées entre le jeu solo et le jeu avec des potes. Outre le fait que toutes les cutscenes et autres séquences scénarisées passent à la trappe, votre escouade comportera désormais 4 membres, chacun pouvant piocher une classe qui lui sera dédiée. En parlant des classes, le jeu propose non plus 3, mais 5 jobs différents. Ainsi, en plus de l'archiviste, du bourrin et de l'apothicaire, vous pourrez également incarner le tactique dont le rôle sera de diminuer le temps de réapparition de vos potes ayant passé l'arme à gauche, ou encore le traditionnel spécialiste au corps à corps. Ça sur le papier c'est cool, sauf que c'est uniquement sur le papier, mais on y reviendra plus tard. Autre différence notable, l'arbre de compétences se fait complètement dégager au profit d'une progression linéaire. Le gain de niveau est dès lors automatique, au même titre que le déblocage des compétences. Vous gagnez un maximum de 4 niveaux par mission, les niveaux étant remis à 0 lorsque vous passerez à la map suivante. Bien entendu, le gain de niveau est adapté en conséquence, et vous atteindrez sans forcer votre niveau max avant la fin d'une mission donnée. Pour finir, toutes les mécaniques de tourelle foutent le camp, ces dernières étant purement et simplement supprimées en coop. En gros, la coop de Deathwing, c'est une version simplifiée du jeu qui souffre déjà d'un manque de profondeur assez handicapant. Et le handicap dans l'Imperium, c'est pas tip top. Et le problème de Deathwing, c'est qu'il devient super répétitif en fait. Et ça, c'est à cause de plusieurs défauts. Du coup, c'est vraiment qu'il n'y avait pas de... Enfin, il y avait vraiment un vide et vous êtes parti du concept... du gros concept, s'il n'y a pas, je vais le faire. Et... Ouais. Déjà voilà, ça c'est pas forcément parce qu'il y a un vide, c'est déjà parce qu'on avait envie de le faire. Voilà. C'est vrai qu'en regardant, on a vu en plus de ça, il y avait un créneau à choper, donc on s'est dit tant mieux. Et en plus de ça, on voulait pas faire que des let's play ou quoi que ce soit, on voulait vraiment parler à notre sauce. Donc vis-à-vis de la formule, on l'avait plus ou moins en tête, on a passé quelques mois en fait à la travailler, etc. Et puis voilà, on a lancé la chaîne à partir de ça, quoi. C'est quoi votre sauce? C'est quoi la démarche? Qu'est-ce que vous voulez, est-ce que votre démarche dans les vidéos du coup qu'est-ce que vous voulez transmettre aux gens?
On essaie d'être un peu drôle, un peu ludique, un peu pas trop chiant. Et on est, ouais, notre sauce, je dirais, c'est toujours, c'est toujours de rajouter le. C'est d'être chiant, mais pas trop. C'est toujours de rajouter un truc en plus. Arrête de te marrer, toi. C'est toi qui me fais. Ce truc en plus qu'on rajoute, genre le pourquoi ils ont fait ça à ce moment-là, pourquoi, comment le jeu a été créé. Parce qu'en général, une critique de jeu, c'est tel studio a sorti tel jeu, voilà comment ça se passe. Tu joues comme ça, puis voilà, c'est bien, c'est pas bien. Bon. Nous, on essaye de chercher. Qu'est-ce qui a poussé le développeur finalement déjà à partir sur de la coop, à créer sa coop de telle manière, d'utiliser telle mécanique de gameplay. C'est vrai qu'en général, quand on regarde un peu l'historique des jeux, on se rend compte que c'est surtout maintenant où la plupart des jeux, il y a pas mal de développeurs qui se prêtent aux jeux d'interview, etc. Donc ils parlent de leurs sources d'inspiration, pourquoi ils ont fait de la coop, quel est leur historique à eux, etc. Leurs passifs, leurs expériences passées. Et nous, on avait envie de transmettre ça. On avait envie d'aller au-delà de la, entre guillemets, simple critique de jeu. Et de montrer que derrière un jeu, il y avait des histoires, il y a des gens qui ont travaillé dessus, de mettre en valeur leur travail. C'est comme ça que nous, on parle par défaut de jeux vidéo. Et on avait envie de transmettre ça en fait. D'ailleurs, le mec qui a conçu For Honor, c'est un viking. Non, on déconne pas, regardez. Jason Vanderberg a toute la panoplie du viking. Il a une Glory Bird, les cheveux longs parés au tressage et même une canne qui ne peut être qu'une ancienne hampe de hache à deux mains. Et il a la classe. Entre deux raids sur les villages côtiers, Jason se détend en jouant à des jeux vidéo. Il va même plus loin car le bonhomme bosse depuis presque 20 ans dans l'industrie. Il a commencé en tant que développeur sur X-Files le jeu, puis s'est orienté progressivement vers le game design en occupant des postes liés à la conception sur des jeux comme Le Seigneur des Anneaux, Le Tirage, Ghost Recon Future Soldier ou encore Red Steel 2. Et on va prendre 2 minutes pour parler de ce dernier car on pense qu'il a son importance dans le parcours de notre Viking gamer. Red Steel 2 est un jeu sorti sur Wii en 2010. Il s'agit bien évidemment de la suite du premier Red Steel sorti sur la même console 2 ans auparavant et dont le concept est assez simple. Il s'agit d'un FPS dans lequel vous utilisez vos flingues mais également votre katana pour trancher dans l'art des méchants. Wii oblige, le maniement du flingue et surtout du katana se fait via la Wiimote et le deuxième épisode de Red Steel profite d'ailleurs du Motion Plus pour améliorer la précision des mouvements. Malgré des ventes en dessous des prévisions, Red Steel 2 a reçu un bon accueil critique, les testeurs louant le gameplay, notamment au niveau du feeling du gun et surtout du fameux katana. Au final, on se rapprochait plus d'un simulateur de combat à l'épée que d'un traditionnel FPS, et Jason admit d'ailleurs lors d'une interview que c'est ce qu'il cherchait à créer avec Red Steel 2, mais qu'il ne voulait pas s'arrêter là. Il faut bien comprendre que pour Jason le Viking, Red Steel 2 ça s'inscrit dans une vision plus globale. Une vision qui concerne le jeu qu'il cogite depuis à peu près 15 ans. Ça se passe comment quand vous créez une vidéo? À partir de l'idée que de base, tiens, on va faire tel jeu. Déjà, comment vous trouvez vos jeux à chroniquer? Alors, on a la plupart de nos jeux, c'est des jeux auxquels on a déjà joué. Ouais. On a quand Pour même, l'instant, on a combien? 12 ans de couple? Trop d'années de couple. Et c'est vrai que du coup on a joué à vraiment pas mal de jeux. Donc la plupart des jeux qu'on a chroniqués jusqu'à maintenant, c'est des jeux finalement qu'on avait déjà poncés précédemment et qu'on avait bien kiffé forcément. Ensuite, non, je pense qu'il y a suffisamment de sources. Là actuellement on fait exclusivement du jeu sur PC parce que déjà on n'a pas forcément de matos pour enregistrer des captures d'écran sur console, donc c'est vraiment juste ça qui nous limite, parce qu'on a aussi plein de jeux sur console dont on aimerait parler, mais pour le moment on a Tipeee. Donc c'est des jeux qu'on connaît déjà. Ensuite sur Steam actuellement c'est très simple, il y a des tags et il y a un tag qui s'appelle coopération. Donc on le parcourt régulièrement pour voir quels sont les jeux qui peuvent être intéressants, etc. C'est vraiment tout simple. Et maintenant qu'on commence à avoir un petit peu de gens sur notre chaîne, on a maintenant des gens aussi qui nous conseillent, qui nous disent ah ouais tiens regardez, moi j'ai trouvé tel jeu, ça serait sympa de le tester en coop et tout, voilà. Après une fois que vous avez sélectionné le jeu, comment ça se passe, l'écriture, le tournage, le montage, etc. Ça se passe mal. Très mal. C'est terrible. Non, c'est lui on qui va écrit. arrêter la chaîne. Allez, salut. Salut, au revoir. C'est lui qui écrit. Déjà on joue. Oui. Déjà on joue, ouais. Déjà on y joue. C'est vrai. Alors au début, on faisait des let's play en plus de nos récaps. C'était pas forcément notre kiff, et finalement les récaps passant, on a mis de moins en moins de let's play. Là sur les derniers on en a même pas mis parce que bon c'est pas notre kiff en fait les let's play. L'avantage c'est que maintenant du coup l'inconvénient qu'on avait aussi avec les let's play c'est que
quand c'est des jeux par exemple qu'on découvrait, on était obligé d'y jouer par session pour le let's play en fait. On avait des let's play d'à peu près 30 minutes, donc on était obligé de faire systématiquement des sessions de 30 minutes. Alors que des fois on avait envie de jouer 10 minutes, des fois on avait envie de jouer 1 heure ou 1 heure et demie, enfin voilà, c'était assez contraignant. Donc on a arrêté les let's play et du coup on joue maintenant de manière plus traditionnelle, voilà, on est coin tranquille, on enregistre, on fait les captures vidéo et puis en fait l'écriture elle vient d'elle-même. On découvre le jeu, on dit ah tiens c'est pas mal, ça il faudrait peut-être se renseigner là-dessus, ça il faudrait en parler. C'est vraiment en jouant que l'inspiration vient quoi. On structure, enfin il structure le truc parce que c'est vraiment exclusivement cette personne qui écrit quasi. Ouais, j'écris des petites parties de temps en temps. Ouais, quand il n'a pas d'idée, j'arrive. Non mais c'est vrai que là en ce moment on est généralement je m'occupe de l'écriture. Dans un premier temps, et Camille, elle, va gérer toute la partie montage. Ouais. Mais on repasse quand même sur le travail de l'un et de l'autre. Voilà. Ce qui est plutôt chiant d'ailleurs. parce que en fait, alors c'est vachement intéressant parce que du coup on a un regard extérieur. Et ça c'est vachement bien parce que quand on a trop la tête dans le guidon, on voit pas forcément qu'on a fait des erreurs ou que ça pourrait être amélioré, etc. Par contre c'est chiant parce que du coup t'es très content de ton travail et puis la personne après elle passe derrière toi et elle te dit c'est de la merde. Et là t'es triste. Bonsoir à tous, ici April O'Neil pour Canal 6, en direct des égouts de New York. Bienvenue dans cette édition spéciale. Les justiciers qui nous protègent du clan des foot se cacheraient ici même. Nous allons donc chercher des indices et qui sait, peut-être en rencontrer... Oh, putain, mec, c'est ça ton costume de Splinter ? Le monde d'en haut n'est pas prêt pour nous voir. Non. On dirait DSK, pas Splinter. Turtles in Time est un beat'em all sorti le 18 septembre 1991 sur bande d'arcade, puis un an plus tard sur Super Nintendo, à savoir la meilleure console du monde, et c'est notre émission donc on a forcément raison. L'histoire du jeu commence comme un épisode de Tortue Ninja. April O'Neil fait un reportage complètement osef en fin d'après-midi quand tout d'un coup Crank débarque avec son robot géant et pique la statue de la liberté en mode YOLO. Alors sérieusement on a cherché, mais honnêtement on voit vraiment pas pourquoi le mec veut absolument la statue de la liberté en particulier. Au début on s'est dit c'est peut-être pour attirer les tortues dans un piège, mais bon mec, tu peux kidnapper April comme les watts milliards de fois d'avant, c'est quand même vachement moins galère que de se trimballer 225 tonnes de fonte en forme de statue. De toute façon va falloir qu'on débatte de la stratégie des méchants en commentaire parce que sérieux. Bref, la statue s'est fait choper et Shredder en profite pour pirater les ondes TV histoire de se foutre royalement des tortues qui attendaient vivement dimanche, avec le rire le plus convaincant du monde. Ni une ni deux, elles sortent de leurs égouts dégueulasses pour botter le fion à Shredder et sa clique, sauf que le méchant a de la ressource. Il balance nos tortues préférées dans un portail temporel avec d'autres sbires, les obligeant à parcourir différentes époques pour défoncer une bonne fois pour toutes Shredder et Krang, et récupérer la statue de la liberté. On comprend toujours pas pour la statue, mais... Le jeu a été développé par Konami, qui est un pilier dans l'histoire vidéoludique et qui a développé des centaines de titres. En fait, si vous êtes un peu amateur de jeux vidéo, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà joué à au moins un titre de la firme. Est-ce que vous êtes plutôt team youtubeur ou team vidéaste ? Ce que j'aime, c'est pas publier sur YouTube, ce que j'aime, c'est faire des vidéos. C'est travailler, réfléchir à faire une vidéo, à produire une vidéo. YouTube... C'est bien pour les outils, voilà. C'est les outils, c'est le plus visible, faut voir. C'est un réseau social... c'est censé être un réseau social, mais... c'est ça. C'est un réseau social pour gens populaires en fait, mais pas forcément un réseau social pour gens qui démarrent. Bien. Donc non, team vidéaste, là-dessus, ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme compétence, que ce soit au niveau découverte de belles personnes, ou relationnelles, ou techniques ? En fait, on utilise plutôt des choses qu'on savait déjà faire. Est-ce que pour l'instant, ça nous a apporté... On a dû améliorer des compétences qu'on avait déjà, je pense. Mais parce que moi j'ai un bac littéraire audiovisuel. Donc du coup on a surtout... lui il savait déjà écrire. Français. Je savais déjà écrire français. Il avait appris l'alphabet récemment. Du coup il a pu mettre... Enfin c'est vraiment des compétences qu'on avait déjà un peu... qui étaient peut-être un peu brouillonnes mais qu'on développe, mais on n'a rien appris de 0 à 100% quoi si tu veux. Donc on développe des compétences qu'on avait déjà un peu. On a vraiment rencontré des gens sympas. On a rencontré des Rexsider. Rexsider. On a vraiment rencontré
En fait, je me rendais pas compte en tant que viewer à quel point il y avait énormément de créations et de petites créations qui étaient des pépites, quoi, finalement. Non, c'est vrai. Il y a vraiment, les gens ont des idées. Il y a des gens, ils méritent plus d'abonnés, clairement. Oui. Nous, oui, déjà, bien sûr. Et j'ai rencontré des gens, effectivement, des chaînes que j'aurais jamais rencontrées si j'avais pas fait les forums, les machins, Youdéo. Et c'est des gens super créatifs et bienveillants, je trouve. Ça fait putain de plaisir. Ouais, clairement. La bienveillance, c'est... Et ça peu importe, et ça, c'est excellent parce que peu importe le nombre d'abonnés, la popularité ou quoi que ce soit, vraiment... et peu importe le style. L'écrasante majorité de nos contacts, c'est vraiment des gens, sympas, qu'on a rencontrés grâce à ça. Ils sont vraiment super sympas, ils sont là pour nous aider, ils sont pas là pour nous enfoncer, pour nous pousser, pour nous inspirer, vraiment... Te dire ça va pas, quand tu demandes des conseils, on te répond, et je trouve ça vraiment assez fun, cette brochette de gens qu'on connaît, qui font de la musique, de la sécurité informatique, n'est-ce pas, du droit, de la musique, j'ai déjà dit, du cinéma, de l'art. C'est ouf, quoi. On est tous là, on fait tous la même chose sur le même réseau social, mais au final, on est complètement différents dans ce dont on parle et de la façon dont on en parle. Voilà, et ça c'est chouette. Et voilà, c'était le monde merveilleux de la Bolivie présenté par Osmosis. Maintenant qu'on vous a bien assaisonné, on attaque le cœur du jeu. Ghost, l'opération Kingslayer est lancée. C'est sur ces mots que vous accueillera Karen Bowman, agent du gouvernement enquêtant depuis des mois sur les agissements de la Sainte Blanche, un cartel de narcotrafiquants ayant pris une importance considérable en Bolivie ces dernières années. Tellement important que le gouvernement en place, complètement dépassé par les événements, est obligé de fermer les yeux sur ces agissements. Le champ est donc libre pour El Sueño et ses sbires qui développent tranquillou leurs activités, transformant peu à peu la Bolivie en authentique narco-état, avec toute la panoplie des trucs pas cool, trafic, esclavagisme, raquettes, enlèvement, torture et meurtre à différentes échelles de tous les gens pas trop d'accord avec le système. Et c'est bien entendu vous qu'on envoie en tant que syndicaliste de l'impossible pour renégocier les conditions de travail du Bolivien moyen avec le chef du cartel. La liste de vos revendications salariales se résumant grosso merdo à une balle dans le caillou. Problème, la Bolivie, c'est grand, et comme le padré est malin, il évite généralement de se montrer en plein jour cheveux au vent. Il va donc falloir saboter ses opérations locales et s'occuper gentiment de tous ses lieutenants jusqu'à obtenir suffisamment d'informations pour savoir où trouver El Sueño et le buter dans la foulée. Le jeu adopte donc la carte de l'open world avec une immense map recréant la topographie bolivienne, divisée pour le coup en secteurs plus ou moins vastes, chacun étant sous le contrôle direct des officiers du cartel. À travers une série de missions scénarisées propres à chaque secteur, vous devrez déstabiliser les affaires du Buchon en place et obtenir des renseignements permettant de remonter jusqu'à lui, histoire de le capturer, l'humilier ou le supprimer, voire les trois à la fois. Si les missions d'un secteur donné suivent un ordre prédéfini, libre à vous de changer de région comme bon vous semble, l'open world bolivien s'offrant dès le début du jeu dans son intégralité. A contrario, les officiers les plus haut gradés ne daigneront montrer le bout de leur nez enfariné que lorsque vous aurez foutu suffisamment le dawa auprès de leurs subalternes, ce qui permet d'instaurer une sorte de progression pyramidale dans un jeu qui se veut pour l'essentiel non linéaire. Au-delà de ça, vous bénéficiez d'une liberté d'approche quasi totale pour vos missions, et c'est bien là l'une des forces de Ghost Recon Wildlands. C'est quoi votre avenir, vos projets, vos envies? L'avenir, c'est... L'avenir proche, déjà. L'avenir proche, c'est toujours ce format, une vidéo courte, une vidéo longue par mois. Qu'est-ce qu'on va... Peut-être lancer des streams. Peut-être lancer des streams. Mais pareil, faut pas que ça phagocyte en fait le cœur de la chaîne, donc ça sera vraiment très très ponctuel en fait comme truc. Et peut-être des... Alors on avait... on voulait faire des hors-séries sur des thèmes vraiment culturels du jeu vidéo ou techniques, purement techniques, genre expliquer une technique, tout ça. On en avait fait un sur les jeux vidéo pour filles et depuis c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps mais c'est vrai qu'on aimerait bien parler de l'histoire du jeu vidéo, de la culture jeu vidéo, ou au-delà. Et au-delà donc ça tourne autour du jeu vidéo bien voilà. sûr, mais c'est l'avantage de hors-série, c'est qu'on se limite pas à des jeux coop ou de la coopération. Essayer de voir les liens entre certaines formes d'art, le jeu vidéo, enfin essayer de se creuser la tête, vraiment de faire des choses... Avec justement nos contacts vidéastes, comme ça, de faire des collaborations, ça c'est génial aussi pour ça. Ouais, ça c'est cool. Ça donne plein de pistes en fait de réflexion là-dessus, ça c'est plutôt cool.
Ouais, voilà. Voilà. Continuer. Sinon, continuer, l'avenir, continuer, c'est continuer. Continuer. Je suis très content d'avoir lancé la chaîne, ça fait depuis avril, et enfin, on est très content d'avoir lancé la chaîne. Et ouais, on compte pas s'arrêter en si bon chemin, quoi. Vous avez des conseils, ou un conseil en particulier à quelqu'un qui aimerait, qui voudrait commencer, qui ne sait pas, qui hésite, qui est dans Lance-toi. Ouais, franchement. Lance-toi. Ta première vidéo, ce sera de la merde. Voilà. Tu la regarderas plus jamais de ta vie. Tu vas sauf, avoir honte. Sauf si t'es un génie et Oui. là, on te Oui, respecte. c'est possible que ce soit. Mais il est fort probable que ce soit vraiment à chier. Voilà. Mais il faut pas t'arrêter là. Mais tu vas commencer. Alors, moi, s'il y a un conseil que je donnerais, c'est ne pas hésiter à aller sur les forums d'entraide, de critiques, etc. Parce que c'est vraiment super précieux. Là aussi, il y a vraiment une vraie bienveillance. Parce que moi, je suis sur Entraide YouTuber, qui est un super forum. Tu présentes ta chaîne, et même si t'as 10-15 abonnés, il y a quand même des mecs qui viennent te dire ok, alors. Par exemple, dans ton à propos, il n'y a rien. Des trucs auxquels tu penses pas en fait quand toi tu fais des vidéos. Ah tiens, ça c'est dans les compétences qu'on a développées. Apprendre à se servir de YouTube. Je sais pas si ça compte comme compétence, mais par exemple les vidéos qui sont mises en avant quand un abonné se connecte à ta chaîne ou quand il est pas abonné et qu'il va à ta chaîne. Qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Ça, j'avais aucune idée de comment ça marchait, donc. Les mecs vont te dire voilà, là tu devrais mettre une vidéo en avant, tu devrais faire des playlists comme ci comme ça. Ton à propos, tu devrais le développer un peu plus, mettre les liens vers les réseaux sociaux, des trucs de base qui me paraissent aujourd'hui de base. Mais la première fois que tu publies une vidéo, toi t'es là, t'as ta vidéo, tu fais et puis c'est tout. Tu penses pas tout de suite à tout ça. Et vraiment demander de l'aide et des critiques, c'est super. Faire une première vidéo qui sera naze. Demander de l'aide et des critiques et faire une deuxième vidéo et continuer comme ça. Et moi j'ajouterais à la limite avant de lancer ta première vidéo ou ta chaîne, sois bien comment dire, prépare bien en fait je perds mes mots en fait. Décide à l'avance en fait de ce que tu veux faire de ta chaîne, mais réellement à l'avance. Est-ce que c'est quoi à dire, mais est-ce que tu vises de la popularité tout de suite, ou est-ce que tu vises du contenu très intéressant, très travaillé tout de suite, ou les deux, etc. Mais vraiment prépare-toi, observe ce qui se fait aussi. Ouais, regarde les autres. Regarde les autres chaînes, pose même des questions, va voir des vidéastes, il y a énormément de gens, tu leur envoies un mail, ils te répondent, enfin apparemment là-dessus, c'est plutôt cool. Même des gens, t'as l'impression qu'ils ont masse d'abonnés, qui vont jamais te répondre, mais c'est pas vrai, non, là-dessus, on a eu vraiment de très très bonnes surprises, donc non. Et même des gens autour de nous. Ah oui, des gens autour de nous, bien sûr, fais péter tes vidéos, tes projets à ton entourage pour avoir un premier retour, etc. Prépare-toi à être critiqué. Oui. Parce que ça, il y a... Et accepter, parce que... Et accepte la critique. Bon, après, accepte la critique, ça veut pas dire accepte toutes les critiques. Si y a un mec qui dit ta chaîne c'est de la merde, ça s'arrête là. Quand c'est constructif. Voilà, accepte la critique à partir du moment où elle est constructive, même si elle te démonte ta chaîne ou ta vidéo, peu importe. Retravaille dessus, et digère toutes les critiques. Donc voilà, c'est des petits... Mais sinon, en dehors de ça, vraiment, lance-toi. Moi, j'ai pas d'autres... Faut pas hésiter, faut pas te dire que le YouTube est saturé, que... Ah oui, ça c'est un autre conseil que je donnerais, c'est... Même si tu vois qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose que toi, en fait c'est impossible. Parce que chacun, si tu mets de toi-même dans ce que tu fais, ce sera forcément original. À moins d'essayer vraiment de copier quelqu'un à 100%. C'est-à-dire si tu pars sur du plagiat voilà, tout de suite, bon là forcément, non. T'es une cause perdue quoi. Mais si tu parles... Si tu acceptes ta façon de faire et si tu parles selon ta nature, selon toi, selon ta personnalité, d'un sujet qui est peut-être déjà beaucoup traité, ce sera ta vidéo, quand même original parce que voilà, ce sera toi. Et ta façon d'en parler ne sera pas la même que Antoine Daniel, ne sera pas la même que je ne sais pas qui. Ce sera toi, donc ce sera forcément différent. Et même ta façon de tourner, au niveau technique, tu vas faire des choix qui seront différents, qui seront pas forcément, je parle pas qui seront à chier ou qui seront bons, hein, je mets pas de valeur dans ce que je dis, mais tu feras des choix artistiques finalement et techniques qui seront différents des autres, forcément, si tu y mets de toi.
À la limite, si, un petit conseil vraiment purement technique, investi dans un micro sympa, tout de suite. Ah ouais, parce que le son... Parce que nous-mêmes, hein, on s'est mangé, on s'est viandé sur notre première vidéo là-dessus, quand on la regarde, on a des larmes de sang en fait. Mais réellement, investi dans un micro, alors ça veut pas dire, mais 300 € dans un Blue Yeti tout de suite, mais investi dans un micro sympa, il y a des micros qui sont accessibles à 20-30 balles, des micros cravates. Et les paramètres, parce que nous voilà. on avait un bon micro, mais c'est au niveau des paramètres que ça... Prends le temps de paramétrer, de faire quelques prises de faire des son, forums, de même demander. si ça doit te prendre quelques heures, tant pis. Parce que moi je trouve que, enfin Camille est pas forcément d'accord, mais moi je trouve que au-delà de la technique visuelle, la lumière, la colorimétrie, tout ça, moi je trouve vraiment ce qui agresse tout de suite, c'est un son dégueulasse. Ah si, je suis d'accord avec ça. Tu peux accepter une vidéo moche, avec un focus foireux, mais qui a un bon son. Une mauvaise qualité. Tu peux pas accepter une vidéo super nette et... Parce que, à moins que tu fasses un spectacle de mime, ça reste quand même le son, c'est ton contenu en fait. Donc non, vraiment... Si tu n'as pas de micro, fais du mime. Voilà. Non, parce qu'il y a aussi ça, il y a justement, vu qu'on a rencontré pas mal de gens, de vidéastes et tout, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des super contenus, mais leur première vidéo au pluriel, elles étaient dégueulasses en termes de son et ça donne pas envie. Franchement, ça donne pas envie. Il faut vraiment se faire violence pour regarder une vidéo qui a un son dégueulasse. Moi, c'est vraiment le seul conseil de technique, on va dire. Charlie.